Je ne saurais dire que ce soit un sol stérile, c'est seulement un sol qui manque de bras et d'une bonne exploitation, car autrement c'est un pays charmant, très fertile et très agréable en soi. Les quelques habitants que nous y trouvâmes étaient à Hotspeyins, excepté ceux qu'on y avait envoyés de Russie, car c'est dans cette contrée, j'entends sur les rives de l'Oby, que sont bannis les criminels moscovites qui ne sont point condamnés à mort. Une fois là, il est presque impossible qu'ils en sortent. Je n'ai rien d'essentiel à dire sur mon compte jusqu'à mon arrivée à Tobolsk, capitale de la Sibérie, où je séjournai assez longtemps pour les raisons suivantes. Il y avait alors près de 7 mois que nous étions en route et l'hiver approchait rapidement. Dans cette conjoncture, sur nos affaires privées, mon partenaire et moi, nous tînmes donc un conseil, où nous jugeâmes à propos, attendu que nous devions nous rendre en Angleterre et non pas à Moscou, de considérer le parti qu'il nous fallait prendre. On nous avait parlé de traîneaux et de rennes pour nous transporter sur la neige pendant l'hiver, et c'est tout de bon que les Russiens font usage de pareils véhicules, dont les détails sembleraient incroyables si je les rapportais, et au moyen desquels ils voyagent beaucoup plus dans la saison froide qu'ils ne sauraient voyager en été, parce que dans ces traîneaux ils peuvent courir nuit et jour, une neige congelée couvrant alors toute la nature, les montagnes, les vallées, les rivières, les lac n'offre plus qu'une surface unie et dure comme la pierre, sur laquelle il court sans se mettre nullement en peine de ce qui est dessous. Mais je n'eus pas occasion de faire un voyage de ce genre point comme je me rendais en Angleterre et non pas à Moscou, j'avais 2 routes à prendre, il me fallait aller avec la caravane jusqu'à Yaroslav, puis tourner vers l'ouest, pour gagner Narva et le golfe de Finlande, et, soit par mer soit par terre, Danzig, où ma cargaison de marchandises chinoises devait se vendre avantageusement, ou bien il me fallait laisser la caravane à une petite ville sur la Dvina, d'où par eau je pouvais gagner en 6 jours Archangel, et de la faire voile pour l'Angleterre, la Hollande ou Hambourg. Toutefois il eût été absurde d'entreprendre l'un ou l'autre de ces voyages pendant l'hiver, si je me fusse décidé pour Danzig. La Baltique en cette saison est gelée, tout passage m'eût été fermé, et par terre il est bien moins sûr de voyager dans ces contrées que parmi les Tartares mongols. D'un autre côté, si je me fusse rendu à Archangel en octobre, j'eusse trouvé Taots les navires partis, et même les marchands qui ne s'y tiennent que l'été, et l'hiver se retirent à Moscou, vers le sud, après le départ des vaisseaux. Un froid excessif, la disette, et la nécessité de rester tout l'hiver dans une ville déserte, c'est là tout ce que j'eusse pu espérer d'y rencontrer. En définitive, je pensais donc que le mieux était de laisser partir la caravane, et de faire mes dispositions pour hiverner à l'endroit où je me trouvais, c'est-à-dire à Tobolsk en Sibérie, par une latitude de 60 degrés, là, au moins, pour passer un hiver rigoureux, je pouvais faire fond sur 3 choses, savoir, l'abondance de toutes les provisions que fournit le pays, une maison chaude avec des combustibles à suffisance, et une excellente compagnie. De tout ceci, je parlerai plus au long en son lieu. J'étais alors dans un climat entièrement différent de mon île bien-aimée, où je n'eus jamais froid que dans mes accès de fièvre, où tout au contraire j'avais peine à endurer des habits sur mon dos, où je ne faisais jamais de feu que dehors, et pour préparer ma nourriture, aussi étais-je emmitouflé dans 3 bonnes vestes avec de grandes robes par-dessus, descendant jusqu'aux pieds et se boutonnant aux poignets, toutes doublées de fourrure, pour les rendre suffisamment chaudes. J'avoue que je désapprouve fort notre manière de chauffer les maisons en Angleterre, c'est-à-dire de faire du feu dans chaque chambre, dans des cheminées ouvertes, qui, dès que le feu est éteint, laissent l'air intérieur aussi froid que la température. Après avoir pris un appartement dans une bonne maison de la ville, au centre de 6 chambres différentes, je fis construire une cheminée en forme de fourneau, semblable à un poêle. Le tuyau pour le passage de la fumée était d'un côté, la porte ouvrant sur le foyer d'un autre. Toutes les chambres étaient également chauffées, sans qu'on vît aucun feu, juste comme sont chauffés les bains en Angleterre.
Par ce moyen nous avions toujours la même température dans tout le logement, et une chaleur égale se conservait. Quelque froid qu'il fît dehors, il faisait toujours chaud dedans, cependant on ne voyait point de feu, et l'on n'était jamais incommodé par la fumée. Mais la chose la plus merveilleuse c'était qu'il fut possible de trouver bonne compagnie, dans une contrée aussi barbare que les parties les plus septentrionales de l'Europe, dans une contrée proche de la mer glaciale, et à peu de degrés de la Nouvelle-Zambie. Cependant, comme c'est dans ce pays, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que sont bannis les criminels d'État moscovites, la ville était pleine de gens de qualité, de princes, de gentilshommes, de colonels, en un mot, de nobles de tout rang, de soldats de tout grade, et de courtisans. Il y avait le fameux prince Galiécan ou Galoécan, son fils le fameux général Robostiski, plusieurs autres personnages de marque, et quelques dames de haut parage. Par l'intermédiaire de mon négociant écossais, qui toutefois ici se sépara de moi, je fis connaissance avec plusieurs de ces gentilshommes, avec quelques-uns même du premier ordre, et de qui, dans les longues soirées d'hiver pendant lesquelles je restais au logis, je reçus d'agréables visites. Ce fut causant un soir avec un certain prince banni, un des ex-ministres d'État du Tsar, que la conversation tomba sur mon chapitre. Comme il me racontait une foule de belles choses sur la grandeur, la magnificence, les possessions, et le pouvoir absolu de l'empereur des Russiens, je l'interrompis et lui dis que j'avais été un prince plus grand et plus puissant que le tsar de Moscovie, quoique mes États ne fussent pas si étendus, ni mes peuples si nombreux. À ce coup, le seigneur russien eut l'air un peu surpris, et, tenant ses yeux attachés sur moi, il commença de s'étonner de ce que j'avançais. Je lui dis que son étonnement cesserait quand je me serais expliqué. D'abord je lui contai que j'avais à mon entière disposition la vie et la fortune de mes sujets, que nonobstant mon pouvoir absolu, je n'avais pas eu un seul individu mécontent de mon gouvernement ou de ma personne dans toutes mes possessions. Là-dessus il secoua la tête, et me dit qu'en cela je surpassais tout de bon le tsar de Moscovie. Me reprenant, j'ajoutai que toutes les terres de mon royaume m'appartenaient en propre, que Taots mes sujets étaient non seulement mes tenanciers, mais mes tenanciers à volonté, qu'ils se seraient Taots battus pour moi jusqu'à la dernière goutte de leur sang, et que jamais tyran, car pour tel je me reconnaissais, n'avait été si universellement aimé, et cependant si horriblement redouté de ses sujets. Le prince moscovite. Après avoir amusé quelque temps la compagnie de ces énigmes gouvernementales, je lui en dis le mot, je lui fis au long l'histoire de ma vie dans l'île, et de la manière dont je m'y gouvernais et gouvernais le peuple rangé sous moi, juste comme je l'ai rédigé depuis. On fut excessivement touché de cette histoire, et surtout le prince, qui me dit avec un soupir, que la véritable grandeur ici-bas était d'être son propre maître, qu'il n'aurait pas échangé une condition telle que la mienne, contre celle du tsar de Moscovie, qu'il trouvait plus de félicité dans la retraite à laquelle il semblait condamné en cet exil qu'il n'en avait jamais trouvé dans la plus haute autorité dont il avait joui à la cour de son maître le tsar, que le comble de la sagesse humaine était de ployer notre humeur aux circonstances, et de nous faire un calme intérieur sous le poids des plus grandes tempêtes. Ici, poursuivit-il au commencement de mon bannissement, je pleurais, je m'arrachais les cheveux, je déchirais mes habits, comme tant d'autres avaient fait avant moi, mais amené après un peu de temps et de réflexion à regarder au-dedans de moi, et à jeter les yeux autour de moi sur les choses extérieures, je trouvais que, s'il est une fois conduit à réfléchir sur la vie, sur le peu d'influence qu'a le monde sur le véritable bonheur, l'esprit de l'homme est parfaitement capable de se créer une félicité à lui, le satisfaisant pleinement et s'alliant à ses meilleurs desseins et à ses plus nobles désirs, sans grand besoin de l'assistance du monde. De l'air pour respirer, de la nourriture pour soutenir la vie, des vêtements pour avoir chaud, la liberté de prendre l'exercice nécessaire à la santé, complète dans mon opinion tout ce que le monde peut faire pour nous. La grandeur, la puissance,
les richesses et les plaisirs dont quelques-uns jouissent ici-bas, et dont pour ma part j'ai joui, sont pleins d'attrait pour nous, mais toutes ces choses lâchent la bride à nos plus mauvaises passions, à notre ambition, à notre orgueil, à notre rêverice, à notre vanité, à notre sensualité, passions qui procèdent de ce qu'il y a de pire dans la nature de l'homme, qui sont des crimes en elles-mêmes, qui renferment la semence de toute espèce de crime, et n'ont aucun rapport, et ne se rattachant rien ni aux vertus qui constituent l'homme sage, ni aux grâces qui nous distinguent comme chrétiens. Privé que je suis aujourd'hui de toute cette félicité imaginaire que je goûtais dans la pratique de Tao Tse Vis, je me trouve à même de porter mes regards sur leur côté sombre, où je n'entrevois que difformité. Je suis maintenant convaincu que la vertu seule fait l'homme vraiment sage, riche, grand, et le retient dans la voie qui conduit à un bonheur suprême, dans une vie future, et en cela, ne suis-je pas plus heureux dans mon exil que ne le sont mes ennemis en pleine possession des biens et du pouvoir que je leur ai abandonnés. Sœur, ajouta-t-il, je n'amène point mon esprit à cela par politique, me soumettant à la nécessité de ma condition, que quelques-uns appellent misérable. Non, si je ne m'abuse pas trop sur moi-même, je ne voudrais pas m'en retourner, non, quand bien même le tsar mon maître me rappellerait et m'offrirait de me rétablir dans toute ma grandeur passée, non, dis-je, je ne voudrais pas m'en retourner, pas plus que mon âme, je pense, quand elle sera délivrée de sa prison corporelle, et aura goûté la félicité glorieuse qu'elle doit trouver au-delà de la vie, ne voudra retourner à la geôle de chair et de sang qui l'enferme aujourd'hui, et abandonner les cieux pour se replonger dans la fange et l'ordure des affaires humaines. Il prononça ces paroles avec tant de chaleur et d'effusion, tant d'émotion se trahissait dans son maintien qu'il était visible que c'étaient là les vrais sentiments de son âme. Impossible demeure en doute sa sincérité. Je lui répondis qu'autrefois dans mon ancienne condition dont je venais de lui faire la peinture, je m'étais cru une espèce de monarque, mais que je pensais qu'il était, lui, non seulement un monarque mais un grand conquérant, car celui qui remporte la victoire sur ses désirs excessifs, qui a un empire absolu sur lui-même, et dont la raison gouverne entièrement la volonté est certainement plus grand que celui qui conquiert une ville. Mais, milord, ajoutai-je, oserais-je vous faire une question? De tout mon cœur, répondit-il. Si la porte de votre liberté était ouverte, repris-je, ne saisiriez-vous pas cette occasion de vous délivrer de cet exil? Attendez, dit-il, votre question est subtile, elle demande de sérieuses et d'exactes distinctions pour y donner une réponse sincère, et je veux vous mettre mon cœur à jour. Rien au monde que je sache ne pourrait me porter à me délivrer de cet état de bannissement, sinon ces deux choses, premièrement ma famille, et secondement un climat un peu plus doux. Mais je vous proteste que pour retourner aux pompes de la cour, à la gloire, au pouvoir, au tracas d'un ministre d'État, à l'opulence, au faste et au plaisir, c'est-à-dire aux folies d'un courtisan, si mon maître m'envoyait aujourd'hui la nouvelle qu'il me rend tout ce dont il m'a dépouillé, je vous proteste, dis-je, si je me connais bien, que je ne voudrais pas abandonner ce désert, ces solitudes et ces lacs glacés pour le palais de Moscou. Mais, milord, repris-je, peut-être n'êtes-vous pas seulement banni des plaisirs de la cour, du pouvoir, de l'autorité et de l'opulence dont vous jouissiez autrefois, vous pouvez être aussi privé de quelques-unes des commodités de la vie, vos terres sont peut-être confisquées, vos biens pillés, et ce qui vous est laissé ici ne suffit peut-être pas aux besoins ordinaires de la vie. Oui, me répliqua-t-il, si vous me considérez comme un seigneur ou un prince, comme dans le fait je le suis, mais veuillez ne voir en moi simplement qu'un homme, une créature humaine, que rien ne distingue d'avec la foule, et il vous sera évident que je ne puis sentir aucun besoin, à moins que je ne sois visité par quelque maladie ou quelque infirmité. Pour mettre toutefois la question hors de doute, voyez notre manière de vivre, nous sommes en cette ville 5 grands personnages, nous vivons tous sans grave fait retiré, comme il convient à des gens en exil.
Nous avons sauvé quelque chose du naufrage de notre fortune, qui nous met au-dessus de la nécessité de chasser pour notre subsistance, mais les pauvres soldats qui sont ici, et qui n'ont point nos ressources vivent dans une aussi grande abondance que nous. Ils vont dans les bois chasser les ibelines et les renards, le travail d'un mois fournit à leur entretien pendant un an. Comme notre genre de vie n'est pas coûteux, il nous est aisé de nous procurer ce qu'il nous faut, donc votre objection est détruite. Point. La place me manque pour rapporter tout au long la conversation on ne peut plus agréable que j'eus avec cet homme véritablement grand, et dans laquelle son esprit laissa paraître une si haute connaissance des choses, soutenue tout à la fois et par la religion et par une profonde sagesse, qu'il est hors de doute que son mépris pour le monde ne fut aussi grand qu'il l'exprimait. Et jusqu'à la fin il se montra toujours le même comme on le verra par ce qui suit. Je passai 8 mois à Tobolsk. Que l'hiver me parut sombre et terrible. Le froid était si intense que je ne pouvais pas seulement regarder dehors sans être enveloppé dans des pelleteries, et sans avoir sur le visage un masque de fourrure ou plutôt un capuchon, avec un trou simplement pour la bouche et 2 trous pour les yeux. Le faible jour que nous eûmes pendant 3 mois ne durait pas, calcul fait, au-delà de 5 heures, 6 tout au plus, seulement le sol étant continuellement couvert de neige et le temps assez clair, l'obscurité n'était jamais profonde. Nos chevaux étaient gardés ou plutôt affamés sous terre, et quant à nos valets, car nous en avions loué pour prendre soin de nous et de nos montures, il nous fallait à chaque instant penser et faire dégeler leurs doigts ou leurs orteils, de peur qu'ils ne restassent perclus. Dans l'intérieur à vrai dire nous avions chaud, les maisons étant closes, les murailles épaisses, les ouvertures petites et les vitrages doubles. Notre nourriture consistait principalement en chair de daim salée et apprêtée dans la saison, en assez bon pain, mais préparé comme du biscuit, en poissons secs de toutes sortes, en viande de mouton, et en viande de buffle, assez bonne espèce de bœuf. Toutes les provisions pour l'hiver sont amassées pendant l'été, et parfaitement conservées. Nous avions pour boisson de l'eau mêlée avec de l'aquavie au lieu de brandevin, et pour régal, en place de vin, de l'hydromel, ils en ont vraiment de délicieux. Les chasseurs, qui s'aventurent dehors par Taots l'étang, nous apportaient fréquemment de la venaison fraîche, très grasse et très bonne, et quelquefois de la chair d'ours mais nous ne faisions pas grand cas de cette dernière. Grâce à la bonne provision de thé que nous avions, nous pouvions régaler nos amis, et après tout, toutes choses bien considérées, nous vivions très gaiement et très bien. Nous étions alors au mois de mars, les jours croissaient sensiblement et la température devenait au moins supportable, aussi les autres voyageurs commençaient-ils à préparer les traîneaux qui devaient les transporter sur la neige, et à tout disposer pour leur départ, mais notre dessein de gagner Archangel, et non Moscou ou la Baltique, étant bien arrêté, je ne bougeais pas. Je savais que les navires du Sud ne se mettent en route pour cette partie du monde qu'au mois de mai ou de juin, et que si j'y arrivais au commencement d'août, j'y serais avant qu'aucun bâtiment fût prêt à remettre en mer. Je ne m'empressais donc nullement de partir comme les autres, et je vis une multitude de gens, je dirais même Taots les voyageurs, quitter la ville avant moi. Il paraît que Taots les ans ils se rendent à Moscou pour trafiquer, c'est-à-dire pour y porter leurs pelleteries et les échanger contre les articles de nécessité dont ils ont besoin pour leurs magasins. D'autres aussi vont pour le même objet à Archangel. Mais comme ils ont plus de 800 000 à faire pour revenir chez eux, ceux qui s'y rendirent cette année-là partirent de même avant moi. Bref, dans la seconde quinzaine de mai je commençai à m'occuper de mes malles, et tandis que j'étais à cette besogne, il me vint dans l'esprit de me demander pourquoi Taots ces gens bannis en Sibérie par le tsar, mais une fois arrivés là laissés libres d'aller où bon leur semble, ne gagnaient pas quelque autre endroit du monde à leur gré. Et je me pris à examiner ce qui pouvait les détourner de cette tentative. Mais mon étonnement cessa quand Jean eut touché quelques mots à la personne dont j'ai déjà parlé, et qui me répondit ainsi:
considérez d'abord, sœur, me dit-il, le lieu où nous sommes, secondement la condition dans laquelle nous sommes, et surtout la majeure partie des gens qui sont bannis ici. Nous sommes environnés d'obstacles plus forts que des barreaux et des verrous. Au nord s'étend un océan innavigable où jamais navire n'a fait voile, où jamais barque n'a vogué, et eussions-nous navires et barques à notre service que nous ne saurions où aller. De tout autre côté nous avons plus de 1000 milles à faire pour sortir des États du Tsar, et par des chemins impraticables, à moins de prendre les routes que le gouvernement a fait construire et qui traversent les villes où ses troupes tiennent garnison. Nous ne pouvons ni suivre ces routes sans être découverts, ni y trouver de quoi subsister en nous aventurant par tout autre chemin, ce serait donc en vain que nous tenterions de nous enfuir. Le fils du prince moscovite. Là-dessus je fus réduit au silence, et je compris qu'il était dans une prison tout aussi sûre que s'il eût été renfermé dans le château de Moscou. Cependant il me vint la pensée que je pourrais fort bien devenir l'instrument de la délivrance de cet excellent homme, et qu'il me serait très aisé de l'emmener, puisque dans le pays on n'exerçait point sur lui de surveillance. Après avoir roulé cette idée dans ma tête quelques instants, je lui dis que, comme je n'allais pas à Moscou mais à Archangel, et que je voyageais à la manière des caravanes, ce qui me permettait de ne pas coucher dans les stations militaires du désert, et de camper chaque nuit où je voulais, nous pourrions facilement gagner sans malencontre cette ville où je le mettrais immédiatement en sûreté à bord d'un vaisseau anglais ou hollandais qui nous transporterait à haute 2 à bon port. Quant à votre subsistance et aux autres détails, ajoutai-je, je m'en chargerai jusqu'à ce que vous puissiez faire mieux vous-même. Il m'écouta très attentivement et me regarda fixement tout le temps que je parlais, je pus même voir sur son visage que mes paroles jetaient son esprit dans une grande émotion. Sa couleur changeait à tout moment, ses yeux s'enflammaient, toute sa contenance trahissait l'agitation de son cœur. Il ne put me répliquer immédiatement quand j'eus fini. On eût dit qu'il attendait ce qu'il devait répondre. Enfin, après un moment de silence, il m'embrassa en s'écriant « Malheureux que nous sommes, infortunées créatures, il faut donc que même les plus grands actes de l'amitié soient pour nous des occasions de chute, il faut donc que nous soyons les tentateurs l'un de l'autre. Mon cher ami, continua-t-il, votre offre est si honnête, si désintéressée, si bienveillante pour moi, qu'il faudrait que j'eusse une bien faible connaissance du monde si, tout à la fois, je ne m'en étonnais pas et ne reconnaissais pas l'obligation que je vous en ai. Mais croyez-vous que j'ai été sincère dans ce que je vous ai si souvent dit de mon mépris pour le monde ? Croyez-vous que je vous ai parlé du fond de l'âme, et qu'en cet exil je sois réellement parvenu à ce degré de félicité qui m'a placé au-dessus du tout ce que le monde pouvait me donner et pouvait faire pour moi ? Croyez-vous que j'étais franc quand je vous ai dit que je ne voudrais pas m'en retourner, fusse-je rappelé pour redevenir tout ce que j'étais autrefois à la cour, et pour rentrer dans la faveur du tsar mon maître ? Croyez-vous, mon ami, que je sois un honnête homme, ou pensez-vous que je sois un orgueilleux hypocrite ? Ici il s'arrêta comme pour écouter ce que je répondrais, mais je reconnus bientôt que c'était l'effet de la vive émotion de ses esprits, son cœur était plein, il ne pouvait poursuivre. Je fus, je l'avoue, aussi frappé de ses sentiments qu'étonné de trouver un tel homme, et j'essayai de quelques arguments pour le pousser à recouvrer sa liberté. Je lui représentai qu'il devait considérer ceci comme une porte que lui ouvrait le ciel pour sa délivrance, comme une sommation que lui faisait la Providence, qui dans sa sollicitude dispose à haute les événements, pour qu'il eût à améliorer son état et à se rendre utile dans le monde. Ayant eu le temps de se remettre, que savez-vous, sœur, me dit-il vivement, si au lieu d'une injonction de la part du ciel, ce n'est pas une instigation de toute autre part me représentant sous des couleurs attrayantes, comme une grande félicité, une délivrance qui peut être en elle-même un piège pour m'entraîner à ma ruine.
Ici je ne suis point en proie à la tentation de retourner à mon ancienne misérable grandeur. Ailleurs je ne suis pas sûr que toutes les semences d'orgueil, d'ambition, d'avarice et de luxure que je sais au fond de mon cœur ne puissent se raviver, prendre racine, en un mot m'accabler de rechef, et alors l'heureux prisonnier que vous voyez maintenant maître de la liberté de son âme deviendrait, en pleine possession de toute liberté personnelle, le misérable esclave de ses sens. Généreux ami, laissez-moi dans cette heureuse captivité, éloigné de toute occasion de chute, plutôt que de m'exciter à pourchasser une ombre de liberté aux dépens de la liberté de ma raison et aux dépens du bonheur futur que j'ai aujourd'hui en perspective, et qu'alors, j'en ai peur, je perdrai totalement de vue, car je suis de chair, car je suis un homme, rien qu'un homme, car je ne suis pas plus qu'un autre à l'abri des passions. Oh! Ne soyez pas à la fois mon ami et mon tentateur. Point. Si j'avais été surpris d'abord, je devins alors tout accent grave fait muet, et je restai là à le contempler dans le silence et l'admiration. Le combat que soutenait son âme était si grand que, malgré le froid excessif, il était tout en sueur. Je vis que son esprit avait besoin de retrouver du calme, aussi je lui dis en 2 mots que je le laissais réfléchir, que je reviendrais le voir, et je regagnai mon logis. Environ 2 heures après, j'entendis quelqu'un à la porte de la chambre, et je me levai pour aller ouvrir quand il l'ouvrit lui-même et entra. Point, mon cher ami, me dit-il, vous m'aviez presque vaincu, mais je suis revenu à moi. Ne trouvez pas mauvais que je me défende de votre offre. Je vous assure que ce n'est pas que je ne sois pénétré de votre bonté, je viens pour vous exprimer la plus sincère reconnaissance, mais j'espère avoir remporté une victoire sur moi-même. Point. Milord, lui répondis-je, j'aime à croire que vous êtes pleinement assuré que vous ne résistez pas à la voix du ciel. Point, sœur, reprit-il, si c'eût été de la part du ciel, la même influence céleste m'eût poussé à l'accepter, mais j'espère, mais je demeure bien convaincu que c'est de par le ciel que je m'en excuse, et quand nous nous séparerons ce ne sera pas une petite satisfaction pour moi de penser que vous m'aurez laissé honnête homme, sinon homme libre. Point. Je ne pouvais plus qu'acquiescer et lui protester que dans tout cela mon unique but avait été de le servir. Il m'embrassa très affectueusement en m'assurant qu'il en était convaincu et qu'il en serait toujours reconnaissant, puis il m'offrit un très beau présent de zibeline, trop magnifique vraiment pour que je puisse l'accepter d'un homme dans sa position, et que j'aurais refusé s'il ne s'y fût opposé. Le lendemain matin j'envoyai à sa seigneurie mon serviteur avec un petit présent de thé, 2 pièces de damas chinois, et 4 petits lingots d'or japonais, qui taots ensemble ne pesaient pas plus de 6 onces ou environ, mais ce cadeau n'approchait pas de la valeur des ibelines, dont je trouvai vraiment, à mon arrivée en Angleterre, près de 200 livres sterling. Il accepta le thé, une des pièces de damas et une des pièces d'or au coin japonais, portant une belle empreinte, qu'il garde, je pense, pour sa rareté, mais il ne voulut rien prendre de plus, et me fit savoir par mon serviteur qu'il désirait me parler. Quand je me fus rendu auprès de lui, il me dit que je savais ce qui s'était passé entre nous, et qu'il espérait que je ne chercherais plus à l'émouvoir, mais puisque je lui avais fait une si généreuse offre, qu'il me demandait si j'aurais assez de bonté pour la transporter à une autre personne qu'il me nommerait, et à laquelle il s'intéressait beaucoup. Je lui répondis que je ne pouvais dire que je fusse porté à faire autant pour un autre que pour lui pour qui j'avais conçu une estime toute particulière, et que j'aurais été ravi de délivrer, cependant, s'il lui plaisait de me nommer la personne que je lui rendrais réponse, et que j'espérais qu'il ne m'en voudrait pas si elle ne lui était point agréable. Sur ce, il me dit qu'il s'agissait de son fils unique, qui, bien que je ne l'eusse pas vu, se trouvait dans la même situation que lui, environ à 200 milles plus loin, de l'autre côté de l'Oby, et que si j'accueillais sa demande, il l'enverrait chercher. Je lui répondis sans balancer que j'y consentais.
Je fis toutefois quelques cérémonies pour lui donner à entendre que c'était entièrement à sa considération, et parce que, ne pouvant l'entraîner, je voulais lui prouver ma déférence par mon zèle pour son fils. Mais ces choses sont trop fastidieuses pour que je les répète ici. Il envoya le lendemain chercher son fils, qui, au bout de 20 jours, arriva avec le messager, amenant 6 ou 7 chevaux chargés de très riches pelleteries d'une valeur considérable. Les valets firent entrer les chevaux dans la ville, mais ils laissèrent leur jeune seigneur à quelque distance. À la nuit, il se rendit incognito dans notre appartement, et son père me le présenta. Sur-le-champ nous concertâmes notre voyage, et nous en réglâmes à Hotz les préparatifs. J'achetai une grande quantité de zibelines, de peaux de renard noir, de belles hermines, et d'autres riches pelleteries, je les troquai, veux-je dire, dans cette ville, contre quelques-unes, des marchandises que j'avais apportées de Chine, particulièrement contre des clous de girofle, des noix muscades dont je vendis là une grande partie, et le reste plus tard à Archangel, beaucoup plus avantageusement que je ne l'eusse fait à Londres, aussi mon partenaire, qui était fort sensible aux profits, pour qui le négoce était chose plus importante que pour moi, fut-il excessivement satisfait de notre séjour en ce lieu à cause du trafic que nous y fîmes. Ce fut au commencement de juin que je quittai cette place reculée, cette ville dont, je crois, on entend peu parler dans le monde. Elle est, par le fait, si éloignée de toutes les routes du commerce, que je ne vois pas pourquoi on s'en entretiendrait beaucoup. Nous ne formions plus alors qu'une très petite caravane, composée seulement de 32 chevaux et chameaux. Taots passait pour être à moi, quoique d'entre eux appartinssent à mon nouvel hôte. Il était donc très naturel après cela que je m'attachasse à un plus grand nombre de domestiques. Le jeune seigneur passa pour mon intendant, pour quel grand personnage passai-je moi-même? Je ne sais, je ne pris pas la peine de m'en informer. Nous eûmes ici à traverser le plus détestable et le plus grand désert que nous eussions rencontré dans tout le voyage, je dis le plus détestable parce que le chemin était creux en quelques endroits et très inégal dans d'autres. Nous nous consolions en pensant que nous n'avions à redouter ni troupes de Tartars, ni brigands, que jamais ils ne venaient sur ce côté de l'Obi, ou du moins très rarement, mais nous nous mécontions. Mon jeune seigneur avait avec lui un fidèle valet moscovite ou plutôt sibérien qui connaissait parfaitement le pays, et qui nous conduisit par des chemins détournés pour que nous évitassions d'entrer dans les principales villes échelonnées sur la grande route, telles que Tuman, Soloa-Kamaskaoui et plusieurs autres, parce que les garnisons moscovites qui s'y trouvent examinent scrupuleusement les voyageurs, de peur que quelque exilé de marque parvienne à rentrer en Moscovie. Mais si, par ce moyen, nous évitions toute recherche, en revanche nous faisions tout notre voyage dans le désert, et nous étions obligés de camper et de coucher sous nos tentes, tandis que nous pouvions avoir de bons logements dans les villes de la route. Le jeune seigneur le sentait si bien qu'il ne voulait pas nous permettre de coucher dehors, quand nous venions à rencontrer quelque bourg sur notre chemin. Il se retirait seul avec son domestique et passait la nuit en plein air dans les bois, puis le lendemain il nous rejoignait au rendez-vous. Nous entrâmes en Europe en passant le fleuve Kama, qui, dans cette région, sépare l'Europe de l'Asie. La première ville sur le côté européen s'appelle Soloa-Kamaskaoy, ce qui veut dire la grande ville sur le fleuve Kama. Nous nous étions imaginé qu'arrivés là nous verrions quelques changements notables chez les habitants, dans leur muresse, leurs costumes, leur religion, mais nous nous étions trompés, nous avions encore à traverser un vaste désert qui, à ce qu'on rapporte, a près de 700 milles de long en quelques endroits, bien qu'il n'en ait pas plus de 200 milles au lieu où nous le passâmes, et jusqu'à ce que nous fûmes sortis de cette horrible solitude nous trouvâmes très peu de différence entre cette contrée et la Tartarie mongole. Dernière affaire. Nous trouvâmes les habitants pour la plupart païens et ne valant guère mieux que les sauvages de l'Amérique.
Leurs maisons et leurs villages sont pleins d'idoles, et leurs murets sont tous en graves faits barbares, excepté dans les villes et dans les villages qui les avoisinent, où ces pauvres gens se prétendent chrétiens de l'Église grecque, mais vraiment leur religion est encore mêlée à tant de restes de superstition que c'est à peine si l'on peut en quelques endroits la distinguer d'avec la sorcellerie et la magie. En traversant ce steppe, lorsque nous avions banni toute idée de danger de notre esprit, comme je l'ai déjà insinué, nous pensâmes être pillés et détroussés, et peut-être assassinés par une troupe de brigands. Étaient-ils de ce pays, étaient-ce des bandes roulantes d'Ostiaques, espèces de Tartars ou de peuples sauvages du bord de l'Oby, qui rôdaillaient ainsi au loin, ou étaient-ce des chasseurs de zibelines de Sibérie? Je suis encore à le savoir, mais ce que je sais bien, par exemple, c'est qu'il était à hôtes à cheval, qu'il portait des arcs et des flèches et que nous les rencontrâmes d'abord au nombre de 45 environ. Ils approchèrent de nous jusqu'à 2 portées de mousquet, et sans autre préambule, ils nous environnèrent avec leurs chevaux et nous examinèrent à 2 reprises très attentivement. Enfin ils se postèrent juste dans notre chemin, sur quoi nous nous rangeâmes en ligne devant nos chameaux, nous n'étions pourtant que 16 hommes en tout, et ainsi rangés nous fîmes halte et dépêchâmes le valet sibérien au service du jeune seigneur, pour voir quelle engeance c'était. Son maître le laissa aller d'autant plus volontiers qu'il avait une vive appréhension que ce ne fût une troupe de Sibériens envoyés à sa poursuite. Cet homme s'avança vers eux avec un drapeau parlementaire et les interpella. Mais quoiqu'il sût plusieurs de leurs langues ou plutôt de leur dialecte, il ne put comprendre un mot de ce qu'ils répondaient. Toutefois à quelques signes ayant cru reconnaître qu'il le menaçait de lui tirer dessus s'il s'approchait, ce garçon s'en revint comme il était parti. Seulement il nous dit qu'il présumait, à leur costume, que ces Tartars devaient appartenir à quelque horde kalmouk ou circassienne, et qu'ils devaient se trouver en bien plus grand nombre dans le désert, quoiqu'il n'eût jamais entendu dire qu'auparavant ils eussent été vus si loin vers le nord. C'était peu consolant pour nous, mais il n'y avait point de remède. À main gauche, à environ un quart de mille de distance, se trouvait un petit bocage, un petit bouquet d'arbres très serrés, et fort près de la route. Sur-le-champ je décidai qu'il nous fallait avancer jusqu'à ces arbres et nous y fortifier de notre mieux, envisageant d'abord que leur feuillage nous mettrait en grande partie à couvert des flèches de nos ennemis, et, en second lieu, qu'ils ne pourraient venir nous y charger en masse. Ce fut, à vrai dire, mon vieux pilote, qui en fit la proposition. Ce brave avait cette précieuse qualité, qui ne l'abandonnait jamais, d'être toujours le plus prompt et plus apte à nous diriger et à nous encourager dans les occasions périlleuses. Nous avançâmes donc immédiatement, et nous gagnâmes en toute hâte ce petit bois, sans que les Tartars ou les brigands, car nous ne savions comment les appeler, eussent fait le moindre mouvement pour nous en empêcher. Quand nous fûmes arrivés, nous trouvâmes, à notre grande satisfaction, que c'était un terrain marécageux et plein de fondrières d'où, sur le côté, s'échappait une fontaine, formant un ruisseau, joint à quelque distance de là par un autre petit courant. En un mot, c'était la source d'une rivière considérable appelée plus loin Nouirtska. Les arbres qui croissaient autour de cette source n'étaient pas en tout plus de 200, mais ils étaient très gros et plantés fort épais. Aussi dès que nous eûmes pénétré dans ce bocage vîmes-nous que nous y serions parfaitement à l'abri de l'ennemi, à moins qu'il ne mît pied à terre pour nous attaquer. Mais afin de rendre cette attaque même difficile, notre vieux Portugais, avec une patience incroyable, s'avisa de couper à demi de grandes branches d'arbres et de les laisser pendre d'un tronc à l'autre pour former une espèce de palissade tout autour de nous. Nous attendions là depuis quelques heures que nos ennemis exécutassent un mouvement sans nous être aperçus qu'ils eussent fait mine de bouger, quand environ 2 heures avant la nuit ils s'avancèrent droit sur nous. Quoique nous ne l'eussions point remarqué, nous vîmes alors qu'il avait été rejoint par quelques gens de leur espèce, de sorte qu'il était bien 80 cavaliers parmi lesquels nous crûmes distinguer quelques femmes.
Lorsqu'ils furent à demi portés de mousquets de notre petit bois, nous tirâmes un coup à poudre et leur adressâmes la parole en langue russienne pour savoir ce qu'ils voulaient et leur enjoindre de se tenir à distance, mais comme ils ne comprenaient rien à ce que nous leur disions, ce coup ne fit que redoubler leur fureur, et ils se précipitèrent du côté du bois ne s'imaginant pas que nous y étions si bien barricadés qu'il leur serait impossible d'y pénétrer. Notre vieux pilote, qui avait été notre ingénieur, fut aussi notre capitaine. Il nous pria de ne point faire feu dessus qu'ils ne fussent à portée de pistolet, afin de pouvoir être sûrs de leur faire mordre la poussière, et de ne point tirer que nous ne fassions sûrs d'avoir bien ajusté. Nous nous en remîmes à son commandement, mais il différa si longtemps le signal que quelques-uns de nos adversaires n'étaient pas éloignés de nous de la longueur de 2 piques quand nous leur envoyâmes notre décharge. Nous visâmes si juste, ou la Providence dirigea si sûrement nos coups, que de cette première salve nous en tuâmes 14 et en blessâmes plusieurs autres, cavaliers et chevaux, car nous avions à haute chargé nos armes de 2 ou 3 balles au moins. Ils furent terriblement surpris de notre feu, et se retirèrent immédiatement à environ une centaine de verges. Ayant profité de ce moment pour recharger nos armes, et voyant qu'ils se tenaient à cette distance, nous fîmes une sortie et nous attrapâmes 4 ou 5 de leurs chevaux dont nous supposâmes que les cavaliers avaient été tués. Au corps resté sur la place nous reconnûmes de suite que ces gens étaient des Tartars, mais à quel pays appartenaient-ils, mais comment en étaient-ils venus faire une excursion si longue, c'est ce que nous ne pûmes savoir. Environ 1 heure après ils firent un second mouvement pour nous attaquer, et galopèrent autour de notre petit bois pour voir s'ils pourraient y pénétrer par quelque autre point, mais nous trouvant toujours prêts à leur faire face ils se retirèrent de nouveau, sur quoi nous résolûmes de ne pas bouger de là pour cette nuit. Nous dormîmes peu, soyez sûrs. Nous passâmes la plus grande partie de la nuit à fortifier notre assiette, et berquer de toutes les percées du bois, puis faisant une garde sévère, nous attendîmes le jour. Mais, quand il parut, il nous fit faire une fâcheuse découverte, car l'ennemi que nous pensions découragé par la réception de la veille, s'était renforcé de plus de 200 hommes et avait dressé 11 ou 12 huttes comme s'il était déterminé à nous assiéger. Ce petit camp était planté en pleine campagne à 3/4 de mille de nous environ. Nous fûmes tous de bon grandement surpris à cette découverte, et j'avoue que je me tins alors pour perdu, moi et tout ce que j'avais. La perte de mes effets, bien qu'ils fussent considérables, me touchait moins que la pensée de tomber entre les mains de pareils barbares, tout à la fin de mon voyage, après avoir traversé tant d'obstacles et de hasards, et même en vue du port où nous espérions sûreté et délivrance. Quant à mon partenaire il enrageait, il protestait que la perte de ses marchandises serait sa ruine, qu'il aimait mieux mourir que d'être réduit à la misère et qu'il voulait combattre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le jeune seigneur, brave au possible, voulait aussi combattre jusqu'au dernier soupir, et mon vieux pilote avait pour opinion que nous pouvions résister à nos ennemis, postés comme nous l'étions. Toute la journée se passa ainsi en discussion sur ce que nous devions faire, mais vers le soir nous nous aperçûmes que le nombre de nos ennemis s'était encore accru. Comme ils rôdaillaient en plusieurs bandes à la recherche de quelque proie, peut-être la première bande avait-elle envoyé des exprès pour demander du secours et donner avis aux autres du butin qu'elle avait découvert, et rien ne nous disait que le lendemain ils ne seraient pas encore en plus grand nombre. Aussi commençai-je à m'enquérir auprès des gens que nous avions amenés de Tobolsk s'il n'y avait pas d'autres chemins, des chemins plus détournés par lesquels nous pussions échapper à ces drôles. Pendant la nuit, puis nous réfugier dans quelque ville, ou nous procurer une escorte pour nous protéger dans le désert. Le Sibérien, domestique du jeune seigneur, nous dit que si nous avions le dessein de nous retirer et non pas de combattre, il se chargerait à la nuit de nous faire prendre un chemin conduisant au nord vers la rivière Petraz, par lequel nous pourrions indubitablement nous évader sans que les Tartars y vissent goutte, mais il ajouta que son seigneur lui avait dit qu'il ne voulait pas s'enfuir, qu'il aimait mieux combattre.
Je lui répondis qu'il se méprenait sur son seigneur qui était un homme trop sage pour vouloir se battre pour le plaisir de se battre, que son seigneur avait déjà donné des preuves de sa bravoure, et que je le tenais pour brave, mais que son seigneur avait trop de sens pour désirer mettre aux prises 17 ou 18 hommes avec 500, à moins d'une nécessité inévitable. Si vous pensez réellement, ajoutai-je, qu'il nous soit possible de nous échapper cette nuit, nous n'avons rien de mieux à faire. Que mon Seigneur m'en donne l'ordre, répliqua Théil, et ma vie est à vous si je ne l'accomplis pas. Nous amenâmes bientôt son maître à donner cet ordre, secrètement toutefois, et nous nous préparâmes immédiatement à le mettre à exécution. Et d'abord, aussitôt qu'il commença à faire sombre, nous allumâmes un feu dans notre petit camp, que nous entretînmes et que nous disposâmes de manière à ce qu'il pût brûler toute la nuit, afin de faire croire aux Tartars que nous étions toujours là. Puis, dès qu'il fit noir, c'est-à-dire dès que nous pûmes voir les étoiles, car notre guide ne voulut pas bouger auparavant, Taots, nos chevaux et nos chameaux se trouvant prêts et chargés, nous suivîmes notre nouveau guide, qui, je ne tardai pas à m'en apercevoir, se guidait lui-même sur l'étoile polaire, tout le pays ne formant jusqu'au loin qu'une vaste plaine. Quand nous eûmes marché rudement pendant 2 heures, le ciel, non pas qu'il eût été bien sombre jusque-là, commença à s'éclaircir, la lune se leva, et bref il fit plus clair que nous ne l'aurions souhaité. Vers 6 heures du matin nous avions fait près de 40 milles, à vrai dire nous avions éreinté nos chevaux. Nous trouvâmes alors un village russien nommé Kirmazinskaoui où nous nous arrêtâmes tout le jour. N'ayant pas eu de nouvelles de nos Tartars Kalmouks, environ 2 heures avant la nuit nous nous remîmes en route et marchâmes jusqu'à 8 heures du matin, moins vite toutefois que la nuit précédente. Sur les 7 heures nous passâmes une petite rivière appelée Kirtsa et nous atteignîmes une bonne et grande ville habitée par les Russiens et très peuplée, nommée Ozomois. Nous y apprîmes que plusieurs troupes ou hordes de Kalmouks s'étaient répandues dans le désert, mais que nous n'en avions plus rien à craindre, ce qui fut pour nous une grande satisfaction, je vous l'assure. Nous fûmes obligés de nous procurer quelques chevaux frais en ce lieu, et comme nous avions grand besoin de repos, nous y demeurâmes 5 jours, et mon partenaire et moi nous convînmes de donner à l'honnête Sibérien qui nous y avait conduits, la valeur de 10 pistoles pour sa peine. Après une nouvelle marche de 5 jours nous atteignîmes Veusima, sur la rivière Ouitsogedea qui se jette dans la Dvina, nous touchions alors au terme heureux de nos voyages par terre, car ce fleuve, en 7 jours de navigation, pouvait nous conduire à Archangel. De Veusima nous nous rendîmes à Lorenskaoï, au confluent de la rivière, le 3 juillet, où nous nous procurâmes 2 bateaux de transport, et une barge pour notre propre commodité. Nous nous embarquâmes le 7, et nous arrivâmes Taots sains et saufs à Archangel le 18, après avoir été un an 5 mois et 3 jours en voyage, y compris notre station de 8 mois et quelques jours à Tobolsk. Nous fûmes obligés d'y attendre 6 semaines l'arrivée des navires, et nous eussions attendu plus longtemps si un navire hambourgeois n'eût devancé de plus d'1 mois Taots les vaisseaux anglais. Considérant alors que nous pourrions nous défaire de nos marchandises aussi avantageusement à Hambourg qu'à Londres, nous prîmes Taots passage sur ce bâtiment. Une fois nos effets à bord, pour en avoir soin, rien ne fut plus naturel que d'y placer mon intendant, le jeune seigneur, qui, par ce moyen, put se tenir caché parfaitement. Tout le temps que nous séjournâmes encore il ne remit plus le pied à terre, craignant de se montrer dans la ville, où quelques-uns des marchands moscovites l'eussent certainement vu et reconnu. Nous quittâmes Archangel le 20 août de la même année, et, après un voyage pas trop mauvais, nous entrâmes dans l'Elbe le 13 septembre. Là, mon partenaire et moi nous trouvâmes un très bon débit de nos marchandises chinoises, ainsi que de nos ibelines et autres pelleteries de Sibérie. Nous fîmes alors le partage de nos bénéfices, et ma part montait à 3,475 livres sterling 17 shillings et 3 pence,
malgré toutes les pertes que nous avions essuyées et les frais que nous avions eus, seulement, je me souviens que j'y avais compris la valeur d'environ 600 livres sterling pour les diamants que j'avais achetés au Bengale. Le jeune seigneur prit alors congé de nous, et s'embarqua sur l'Elbe, dans le dessein de se rendre à la cour de Vienne, où il avait résolu de chercher protection et d'où il pourrait correspondre avec ceux des amis de son père qui vivaient encore. Il ne se sépara pas de moi sans me témoigner toute sa gratitude pour le service que je lui avais rendu, et sans se montrer pénétré de mes bontés pour le prince son père. Pour conclusion, après être demeuré près de 4 mois à Hambourg, je me rendis par terre à La Haye, où je m'embarquai sur le paquebot, et j'arrivai à Londres le 10 janvier 1705. Il y avait 10 ans et 9 mois que j'étais absent d'Angleterre. Enfin, bien résolu à ne pas me rayer davantage, je suis en train de me préparer pour un plus long voyage que Tao Tse, ayant passé 72 ans d'une vie d'une variété infinie, ayant appris suffisamment à connaître le prix de la retraite et le bonheur qu'il y a à finir ses jours en paix. Fin de Robinson. Note, un voir à la dissertation religieuse. Devoir à la dissertation religieuse. 3. Ce paragraphe et le fragment que nous renvoyons à la dissertation ont été supprimés dans une édition contemporaine où l'on se borne au rôle de traducteur fidèle. 4. La pièce de 8 ou de 8 stanzes, dont il a souvent été parlé dans le cours de cet ouvrage, est une pièce d'or portugaise valant environ 5 francs 6605. Le mois d'or que les Français nomment Neure et les Portugais Nordadouro, est aussi une pièce d'or qui vaut environ 33 francs 9600 pb 6 dans l'édition où l'on se borne au rôle de traducteur fidèle. Les 5 paragraphes, à partir de « j'eus alors la pensée » jusqu'à « ma fidèle amie la veuve » ont été supprimés. pb 7 dans l'édition où l'on se borne au rôle de traducteur fidèle, les 5 paragraphes précédents ont été supprimés. pb 8 What is bred in the bone will not go out of the flesh. 9 Free from vice, free from care, HHAS me pain, and ne snare. 10 1 liard, un quart de denier sterling. 11 petits navires à un mât. Note du correcteur ELG. 12 gros canons courts. Note du correcteur ELG. 13 hôpital des fous. 14 Voir à la dissertation religieuse. 15 Voir à la dissertation religieuse. 16 Voir à la dissertation religieuse. 17 Strägling. La traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, dont il est parlé dans notre préface et dans les quelques notes précédentes, porte traînard. Toutes les pages de cette traduction sont émaillées de pareils barbarismes. Il est déplorable qu'un livre destiné à l'éducation de la jeunesse soit une école de jargon. pb 18 dans la susdite traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, où, soi-disant, on se borne au rôle de traducteur fidèle, ce paragraphe et le suivant sont complètement passés. pb 19 ici, dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, est intercalé un long rabâchage sur la sincérité de cet ecclésiastique et sur le faux zèle et la rapacité des missionnaires, où il est dit que le chinois Confucius fait partie du calendrier de nos saints. Je ne sais si ce morceau peu regrettable est de Daniel Defoe, je ne l'ai point trouvé dans l'édition originale de Stockdale, ni dans l'édition donnée par John Walker en 1848 pb 20 ici, dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, se trouve entre mille autres, cette phrase barbare, lorsqu'un des matelots vint à moi, et me dit qu'il voulait m'éviter la peine. Pardon, on n'évite pas une peine à quelqu'un. On épargne une peine, c'est un mauvais lieu et une mauvaise traduction qu'on évite. Je l'ai déjà dit, il serait bien dans un livre destiné à l'éducation de la jeunesse d'éviter de pareilles incongruités. pb 21 Buiam sur Wickham Honestly and Fairly by the Ship. Ici, dans la traduction contemporaine,
toujours indigne du beau nom de Madame Tastu, on a confondu le verbe tout comme, venir, et tout comme by, qui a le sens d'acquérir et l'on a fait ce joli non-sens et contresens, et que je sois sûr d'être venu très paisiblement et très honnêtement sur ce navire. Nous citons ceci entre mille comme memento seulement. PB 22 dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, où, soi-disant, on se borne au rôle de traducteur fidèle, toute la fin de ce paragraphe est supprimée et remplacée par ce non-sens, c'eût été notre peste, sans aucun espoir de salut. PB 23 on a passé sous silence tout le commencement de ce paragraphe et la moitié du précédent, dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, où, soi-disant, on s'est borné rôle de traducteur fidèle. PB 24 on a passé sous silence toute la fin de ce paragraphe dans la traduction, indigne du beau nom de Madame Tastu, où, soi-disant, on s'est borné au rôle de traducteur fidèle. PB 25 paucité, petite quantité, petit nombre. Note du correcteur ELG, 26 on a supprimé toute la fin de ce paragraphe, ainsi que la fin de 3 ou 4 paragraphes précédents et suivants, dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, où, soi-disant, on s'est borné au rôle de traducteur fidèle. PB 27 on a passé sous silence la fin de ce paragraphe et le commencement du suivant dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu. Désormais nous nous abstiendrons de relever les mutilations que, dans la nouvelle traduction, on a fait subir à toute la dernière partie de Robinson, il faudrait une note à chaque phrase. PB 28 Nous avions promis de ne plus faire de notes, cependant, il ne nous est guère possible de ne pas dire qu'ici, dans la traduction contemporaine, indigne du beau nom de Madame Tastu, on a passé sous silence 5 pages et demie du texte original, à partir de vers le soir, jusqu'à le matin, c'est vraiment commode. PB Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Robinson Crusoe 2/2 astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3
limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501
3. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.
Vie et aventures de Robinson Crusoe écrite par lui-même, traduite par Petru Borel. Tome 2. Francisque Borel et Alexandre Varenne. 1836 Le vieux capitaine portugais Défaillance le guide attaqué par des loups vendredi montre à danser à l'ours combat avec les loups les deux neveux entretien de Robinson avec sa femme proposition du neveu le vaisseau incendié requête des incendiés la cabine retour dans l'île batterie des insulaires brigandage des trois vauriens soumission des trois vauriens prise des trois fuyards nouvel attentat de Will Atkin captif offert en présent loterie fuite à la grotte défense des deux Anglais. Nouvelle incursion des Indiens morts de faim. Habitation de William Atkin distribution des outils conférence suite de la conférence arrivée chez les Anglais conversion de William Atkin mariage dialogue conversion de la femme d'Atkin baptême de la femme d'Atkin la Bible épisode de la cabine mort de vendredi embarquement de bestiaux pour l'île Thomas Jeffrey pendu saccagement du village indien mutinerie proposition du négociant anglais rencontre du canonnier affaire des 5 chaloupes combat à la poix le vieux pilote portugais arrivé à Qinshan le négociant japonais voyage à Nanking le Don Quichotte chinois la Grande Muraille chameau volé les Tartares mongols Chamki Tongu les Tongouzes le prince moscovite le fils du prince moscovite dernière affaire. Note, The Full Project Gutenberg licence.